Thibault Langsat, bonsoir. Vous êtes vice-président du MEDEF et vous publiez Patronat, syndicat, stop et encore au Cherche Midi. Un mot de conjoncture avant de parler du paritarisme. Que c'est injuste. La courbe du chômage s'est enfin inversée. 90 000 chômeurs de moins depuis le début de l'année. Et François Hollande n'en bénéficie absolument pas. C'est pourtant à mettre quand même en partie à son crédit, non? Bon, d'abord, il faut être très prudent, parce que vous dites qu'elle s'est inversée. Quand on regarde les chiffres de l'ACOS, c'est-à-dire les chiffres des embauches, pour le moment, on n'est pas sur une embellie extraordinaire. On a plutôt une stabilisation du chômage, avec des chiffres qui sont pour le moment assez contrastés. Et puis, la règle qui consistait à dire, quand on a 1,5 de croissance, on est sur un renversement définitif du chômage. Pour le moment, on n'est pas d'abord à 1,5 de croissance. Et en plus, cette règle, elle est un peu faussée compte tenu du fait que l'impact de la transition numérique, le digital dans nos entreprises, dans une logique plutôt schumpeterienne, où on est en train de détruire pour pouvoir mieux reconstruire, eh bien, cette destruction créatrice, pour le moment, on est encore dans une phase de destruction. Vous dites donc, que tous ces nouveaux métiers, là, l'Internet, pour l'instant, ils ont détruit beaucoup d'emplois. Ils continuent à détruire. Mais ils n'en ont pas encore créé. Et ça va venir, vous êtes optimiste? C'est-à-dire qu'il va falloir que les modèles disruptent. Alors le terme est un peu anglo-saxon, mais il va falloir que les modèles se régénèrent. Et donc, pour le moment, on est dans une phase molle d'inversion, on va dire, provisoire de la courbe du chômage, probablement de stagnation, mais il faut plutôt se réjouir de cette stabilisation. Est-ce que François Hollande en bénéficie? À revoir les sondages, je ne pense pas. Thibault Langsat, le quinquennat est terminé, là, quasiment. Oh oui, il reste quelques décrets. Allez, forcez votre nature. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de positif à mettre au crédit de François Hollande durant ces 5 ans? Il faut être très clair. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est-à-dire mettre en place une politique de relance sur la compétitivité des entreprises. Je veux dire, c'est que pour un gouvernement socialiste, la relance était plutôt par la consommation. Là, il relance par la compétitivité. Plutôt d'aider les consommateurs, on va aider les entreprises. Et ça, c'est une révolution? Pour un gouvernement socialiste, oui, c'est plutôt une révolution. C'est un changement de dogme. Bon, qu'est-ce qu'il fait exactement de positif? Il met en place le CICE et le pacte de responsabilité. Ce sont des baisses de charges. Ce sont des baisses de charges sur les entreprises à hauteur de 30 milliards. D'accord. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, c'est que ces 30 milliards, c'est très exactement ce qu'avait pris le gouvernement précédent en hausse d'impôts. Et quand on regarde le différentiel... donc c'est le gouvernement actuel qui a corrigé les hausses d'impôts du gouvernement Sarkozy. Qui a corrigé, exactement, qui a corrigé par ce pacte de responsabilité et ce CICE. Maintenant, est-ce que les marges des entreprises se sont améliorées? Oui, elles se sont améliorées de 28 à 30%, mais la moyenne européenne est plutôt aux alentours de 38. Et quand on regarde les marges européennes allemandes, qui est notre compétiteur, elles sont encore à 42. Et quand on regarde également ce compétiteur-là, le différentiel de charges que nous avons par rapport à l'Allemagne, il est encore de 80 milliards. Donc le marathon, nous le courons toujours avec un sac à dos plus lourd que les autres pays européens. Quand vous voyez les programmes des candidats de droite, finalement, tous d'ailleurs veulent baisser les charges, donc vous applaudissez? Là-dessus, il faut regarder l'entièreté des programmes, mais bien sûr, ça va dans une direction qui permet d'améliorer la compétitivité des entreprises. Vous aviez promis 1 million d'emplois en échange des baisses de charges. On les verra un jour, ces 1 million d'emplois? D'abord, Axel, on n'avait pas promis 1 million d'emplois. On avait mis une condition qui était de dire, si on a un différentiel de charges qui est proche de celle de l'Allemagne, c'est-à-dire égal à l'Allemagne, on sera en mesure de créer 1 million d'emplois nouveaux. Ce qui a été mis sur la table, c'est 40 milliards. C'est insuffisant pour qu'on puisse créer des emplois. Alors, à côté de ces baisses de charges, les candidats de droite ont un programme assez dur en matière de réforme. Ils veulent notamment relever l'âge de la retraite à 65 ans, suppression de l'ISF. Vous qui êtes un fin connaisseur du monde syndical, c'est l'objet de votre livre, comment vont-ils réagir, à votre avis, ces syndicats que beaucoup décrivent à droite comme politisés? C'est-à-dire que, oui, ces syndicats, et c'est la grande difficulté aujourd'hui de ces syndicats, c'est qu'ils sont politisés. Et quand on regarde le taux de syndicalisation en France, qui est de l'ordre de 8%, ça veut dire qu'ils sont très peu présents dans les entreprises. Alors, ils ont une capacité de nuisance et de blocage qui est non négligeable, mais essentiellement issue du secteur public. Et donc, ces syndicats qui sont politisés, paradoxalement, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'à 80%, des accords qu'il y a dans les entreprises, ils sont signés par ces syndicats. C'est-à-dire que la CGT, qui est parfois montrée du doigt par ses comportements excessifs, parfois même à un appel à la violence verbale que l'on peut entendre, eh bien, signe des accords dans les entreprises. Ce que vous dites, c'est qu'à Paris, on fait les postures, mais dans les entreprises, on est très pragmatique. Aujourd'hui, on a une base qui, globalement, quand les négociations sont en phase entre la direction et les salariés, signe, mais on a des organisations qui ne sont plus du tout en prise directe avec les réalités et qui sont dans une logique politique. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que tous les syndicats appellent à voter pour un candidat de gauche.
vous n'entendrez jamais une organisation patronale prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et donc on a aujourd'hui des organisations syndicales qui se sont politisées. C'est pas nouveau. Est-ce que vous croyez au grand blocage que beaucoup décrivent, finalement, que si Juppé est élu, il va revivre son décembre 95 avec des manifestations qui bloqueront toutes ces réformes et voilà, dans 6 mois, l'élection présidentielle sera terminée. La différence entre 95 et ce qui se passera en 2017, c'est que globalement, il aura été élu pour un programme qu'il fera. C'est ce qu'il dit, Alain si on Juppé. voit 95, on était sur la fracture sociale. Quelques mois après, il prend conscience de l'état du pays et il ne mène pas tout à fait la politique qui avait été définie par Jacques Chirac. Et donc, il faut voir que si les candidats LR et si Alain Juppé accède à la présidence, il aura été élu sur un programme. Donc, il n'y aura pas de surprise. Et j'ai envie de dire, comme tous les candidats LR qui ont déjà été au pouvoir, ils sont maintenant challengés. Républicains, ils sont challengés sur la méthode. Eh bien, là-dessus, on a des programmes qui sont non seulement assez détaillés, c'est une première d'un point de vue économique, et puis sur la méthode, le mode opératoire, sur les 100 premiers jours, eh bien, on commence à voir la façon dont ils vont procéder. Patronat, syndicat, stop et encore. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'opposition et de la conflictualité qu'on a dans les relations sociales en France. 2 questions là-dessus, Thibault Langsat. 1, comment vous l'expliquez historiquement, cette conflictualité? Alors, vous expliquez qu'elle est surtout dans les organismes centraux à Paris. Et 2, comment pourrait-on en sortir pour que, comme dans les pays d'Europe du Nord, on ait des syndicats qui travaillent main dans la main pour le bien commun des salariés? Le premier point, c'est que les syndicats en France sont nés dans la contestation. C'est-à-dire tout ce que l'on a obtenu pour les salariés a été fait dans la contestation. Lutte des classes. Grève, la lutte des classes. Quand on regarde ce qui s'est passé au début du 19e, c'est véritablement la lutte des classes. Et donc, il y a dans l'ADN des syndicats la contestation. Ça, c'est le premier point. Et il faut que cette contestation évolue. Et il y a un deuxième point, c'est qu'ils ne sont pas dans une logique servicielle. C'est-à-dire que c'est la lutte, mais on n'est pas dans la logique de service vis-à-vis de l'adhérent. Et une partie de la solution réside dans le fait que ces syndicats se nourrissent de financements qui ne viennent pas de leurs adhérents. Et à partir du moment où on assèche le financement, y compris pour le patronat d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, à partir du moment où on assèche le financement, ça vous met de facto dans une logique servicielle. C'est-à-dire que l'adhérent, eh bien, il va payer quelque chose, mais en retour, il voudra avoir un service. Et ces syndicats aujourd'hui qui sont dans la contestation, parce que c'est leur ADN depuis la nuit des temps, eh bien, ne se financent pas comme tout syndicat devrait se financer. C'est le cas en Suède, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux États-Unis, en Angleterre. Eh bien, on se finance par les adhérents parce qu'ils veulent un service de représentation. En France, aujourd'hui, tout est à reprendre. Vous parlez du développement des plateformes Internet, on en a parlé tout à l'heure, type Uber. On voit très bien qu'avec ces nouveaux métiers, les gens sont auto-entrepreneurs, ils ne sont plus salariés. Est-ce qu'il n'y a pas un gros souci pour le financement de la sécurité sociale qui repose, dont les financements reposent essentiellement sur les cotisations des salariés? Qui va payer demain pour nos retraites et notre santé si tout le monde est Uber? Vous avez raison. Alors, ce ne sera pas la fin du salariat. Qu'aujourd'hui, les Français sont quand même attachés au contrat à durée indéterminée, qui est pour le moment le marqueur le plus important. Vous dites aux États-Unis, les indépendants, c'est un tiers. Oui, un tiers. Et puis ça va augmenter, ce sera probablement 50%. Voilà. Et en Europe, ce sera 30%. Et donc, il y a un moment où il va falloir que l'on prenne en charge, on va dire, ces travailleurs indépendants, mais qu'ils cotisent. Et contrepartie de cette au RSI, alors ils cotisent déjà au RSI à 24%. Non, mais ils prennent déjà en charge leur retraite. Donc ça, il n'y a pas de chômage. Mais il n'y a pas de chômage. Et donc, le sujet sera de savoir comment on peut prendre en charge les travailleurs indépendants contre la perte d'activité subie et non pas voulue. Il n'y a pas lieu de recréer un régime qui fait tant polémique dans l'univers du spectacle et de faire en sorte que le travailleur indépendant puisse avoir accès à de la formation, être couvert en cas d'accident et de maladie professionnelle. Il y a une vraie réflexion à porter. Thibault Langsat, vice-président du MEDEF, auteur de Patronat, syndicat, stop et encore au Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. À une semaine du scrutin, l'écart se resserre entre Donald Trump et Hillary Clinton, qui est rattrapée par l'affaire des emails envoyés depuis une messagerie privée alors qu'elle était secrétaire d'État. Le FBI a décidé de rouvrir l'enquête. Une impensable victoire de Donald Trump est-elle possible? C'est dans l'air est intitulé ce soir Trump-Clinton, le FBI rebat les cartes.